On a fait des films sur toutes les familles au monde, sur tous les gens qui ont compté, sur toutes les célébrités. Pourquoi on n'a jamais touché à Rothschild ? Bonjour chers amis, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de cette nouvelle émission qui s'intitule « Les mandarins de l'économie et de la culture » sur Mandarin TV. Et j'ai la joie d'accueillir notre première invitée, qui est donc Élie de Rothschild, qui est à côté de moi, et qui est descendant d'une famille ô combien connue, ô combien notoire, dans l'économie, mais aussi dans la culture, car ils ont été des grands mécènes de grands musées. Aujourd'hui, on sait que la culture aussi, par exemple chez LVMH, fait partie de la communication et du business. Et en même temps, il y avait 5 branches dans le monde de cette grande famille. Alors Élie donc, a eu une carrière très diverse. Il va nous l'expliquer, mais surtout, il vient sortir un livre. Alors donc, montrez-nous votre livre, Le secret des Rothschild. Voilà, il faut le montrer à la caméra, qui vient de sortir donc aux éditions du Rocher, une très bonne maison d'édition. Et c'est un livre dans lequel Élie de Rothschild vous expliquez un petit peu votre lien familial, vous expliquez un petit peu ce nom magique de Rothschild, qui peut être détesté ou adulé, mais qui a quand même marqué une époque depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc vous êtes un peu le digne représentant de cette fratrie. Et donc comment vous vivez le nom que vous portez ? Comment devient-on Élie de Rothschild ? Ça, c'est la grande question. Vous n'êtes pas le premier à me la poser. C'est vrai que c'est peut-être la question qu'on me pose le plus. À savoir, est-ce que mon nom serait un poids ? Je vais vous dire, je ne suis pas mécontent de ma situation. Faut dire la vérité, j'ai été élevé dans le secret, moi. Ma mère ne voulait pas de garde du corps, elle ne voulait pas de protection, elle voulait être tranquille. Et donc, j'ai été élevé avec son nom. Et j'ai commencé à reprendre mon nom à l'adolescence, et un peu plus tard derrière. Sachant qu'en plus, j'étais dans l'artistique, et dans des professions qui ne sont pas forcément liées à l'argent, à l'économie. Ce qui fait que j'ai pas souvent, parce que je voulais être tranquille également, j'ai pas souvent utilisé mon nom. Alors, quand j'ai fait des boîtes de nuit, des restaurants, des cabarets, quand j'ai fait du spectacle, du French Cancan, de la magie, sur scène, du théâtre, également du musical, j'ai utilisé le nom de ma mère. Et j'ai pu reprendre mon nom, j'ai décidé de reprendre mon nom quand je suis sorti du domaine du spectacle pour écrire notamment ce livre par exemple, ou sortir mon vin, car j'ai décidé de créer mon vin, en espérant qu'il plaise également à tous ceux qui vont le goûter. Alors je dirais que l'histoire de votre famille est aussi très diversifiée en termes d'activité, puisque c'est à la fois le commerce de l'argent, qui vient, vous l'avez rappelé, de Marie de Médicis, du temps des Médicis en Italie, mais c'est aussi de nombreuses entreprises qui ont été fondées, qui sont toujours administrées par vos ancêtres et par les Rothschild d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes un peu impliqué dans tout cela ou vous avez un regard un peu extérieur ? Alors moi, j'ai fait des stages dans des banques, pas chez Rothschild évidemment, puisque on a toujours été formés ailleurs que chez nous. Et on revient travailler chez nous quand on a une formation qui a été faite ailleurs. Donc je suis parti à New York notamment, et même à Bruxelles, pour faire des stages. Mais j'étais le plus mauvais des stagiaires. J'aurais pas pu faire carrière, j'ai pas l'esprit à faire ça. J'aime pas la comptabilité, j'aime pas les chiffres. Donc ça aurait pas pu marcher. J'ai fait mes stages et puis j'ai arrêté. Et puis j'ai fait donc cette carrière artistique qui me plaisait plus, puisque moi je suis plus heureux quand je peux créer, quand je suis dans les nuages. Et jusqu'à ce livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et qui n'était pas d'ailleurs une idée de moi. Faut savoir que ce livre, il m'a été proposé par un producteur que j'avais rencontré et qui n'avait pas pu dormir la nuit. Juste après m'avoir rencontré, il a eu une idée folle qu'il m'a communiquée dès le lendemain. Il m'a dit « j'ai pas pu dormir à cause de toi ». Alors j'ai eu un peu peur, je me suis dit « oulala, déjà amoureux ». Et finalement, c'était pas ça du tout, puisque lui s'est dit tout de suite en tant que producteur « il n'y a jamais eu aucune série télé, aucun film même, consacré à la vie des Rothschild ». Et il m'a dit « est-ce que tu serais capable d'écrire l'histoire de ta famille ?»
Et comme je n'ai aucune personnalité, que je suis incapable de dire non, j'ai dit oui, évidemment. Et puis j'ai commencé à écrire. Et puis pour la petite histoire, ce producteur avait de gros défauts. Je ne pouvais pas lui faire confiance, donc je l'ai un peu viré de ma vie. Mais je me suis dit, mince, j'ai commencé à écrire, eh ben, je vais continuer. Et j'ai continué à écrire jusqu'à ce que ça devienne ce livre où je raconte toute l'histoire, une histoire assez originale et à l'antithèse de ce que les gens imaginent. Parce que personne ne sait finalement comment tout ça a commencé. Alors racontez-nous un peu, parce qu'on a besoin de savoir comment ça a commencé depuis votre ancêtre Amschel. Voilà. Alors Meir Amschel a eu beaucoup de chance. Il avait déjà un père et une mère très intelligents et qui ont fait de lui quelqu'un de rare. Et le problème à l'époque, c'est qu'on était coincé dans le misérable ghetto de Francfort, en Germanie, donc en Allemagne de l'époque, très antisémite. Et c'était le régime le plus dur d'Allemagne à l'époque d'ailleurs. Les autres provinces n'étaient pas aussi dures qu'à Francfort. Et il fallait survivre dans ce ghetto. Et à l'époque, pour survivre, on essayait tout ce qu'on pouvait pour s'en sortir. Alors on avait la boutique, on était des boutiquiers évidemment, puisque le commerce c'était la seule chose qu'on avait le droit de faire, vu que tous les métiers nobles étaient réservés aux chrétiens et aux catholiques. Alors, on n'avait pas le droit d'être paysan, c'était noble, on n'avait pas le droit d'être charpentier, berger, on n'avait pas le droit non plus d'être avocat ou médecin. Mais en revanche, comme les catholiques, surtout les chrétiens catholiques, avaient très très peur de l'argent, qu'ils considéraient comme impur, forcément, on nous laissait ça, l'argent. Ce qui permettait d'ailleurs aux catholiques de rester en dehors de l'argent et donc de ne pas aller en enfer, parce que qui touchait l'argent, qui était impur, allait en enfer forcément. Donc quand on mettait les juifs comme paravent, ça permettait aux juifs, eux, de toucher l'argent, donc d'aller en enfer et de protéger les chrétiens ou les catholiques qui ne seraient pas touchés. Voilà pourquoi on avait le droit d'être des commerçants. Et à l'époque, le commerce n'avait pas d'intérêt, puisque ce qui comptait à l'époque, c'était les châteaux, c'était les terres, c'était les armées, c'était les domestiques. Or, l'argent, le commerce, c'était minable. Et on nous laissait survivre avec ce genre de choses. Sauf que depuis le Moyen-Âge, les temps ont changé. Hein, et ce qui était maudit et indigne au Moyen-Âge est devenu aujourd'hui la suprématie. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de Juifs, et pas que, mais beaucoup de Juifs ont réussi dans les affaires et ont le sens des affaires, parce que pendant des générations, depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, on avait le droit de ne faire que ça. Donc évidemment qu'on a une expertise que d'autres qui n'ont pas eu cette chance, qui ont été élevés dans d'autres domaines, ne peuvent pas avoir, en tout cas dans le commerce. Donc c'est une réussite exemplaire. Il faut rappeler donc l'origine du mot banquier, enfin l'origine des banques. Je vous rappelais que ça vient du mot banc, c'était les seuls assis dans les réunions, ils comptaient les petits sous et les monnaies de l'époque, un mot qui existe dans toutes les langues du monde. Hein. Alors est-ce qu'on peut dire quelque part que les banquiers ont été un peu les inventeurs, les Rothschild ont été un peu les inventeurs de la banque d'aujourd'hui? Oh, pas du tout, parce que nous on est nés au XVIIIe siècle, d'accord, et on a commencé à devenir des banquiers en profitant d'un concours de circonstances. Tout ça n'était pas prévu. On était des commerçants, la guerre est arrivée, les guerres napoléoniennes, elles ont bloqué tout le commerce traditionnel et les populations n'avaient recours qu'au marché noir pour pouvoir manger et pour pouvoir se fournir. Et comme on était des boutiquiers, on a profité de cette situation en vendant également et en survivant grâce au marché noir. Et petit à petit, on a commencé à vendre aux armées, encore une fois, qui n'avaient pas prévu assez de provisions pour tenir sur les champs de bataille, qui étaient juste à côté. Donc tout ça, c'est un concours de circonstances, à la fois une situation, puis une localisation. On était au parfait endroit, parce qu'il y avait toutes les guerres de tous les côtés à Francfort, et qui fait qu'on a pu vendre aux armées, et puis ensuite les gouvernements ont manqué d'argent, donc on a commencé à prêter l'argent du marché noir au gouvernement, qui en même temps faisait la chasse au marché noir. Donc d'un côté on nous chassait, et de l'autre côté on leur prêtait de l'argent, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Et tout ça, ce sont des concours de circonstances, des situations dont on a profité, parce qu'on était un tout petit peu intelligent, et qu'on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, ne serait-ce que pour survivre. C'était ça l'idée. Alors que d'autres auraient peut-être pas eu la même présence d'esprit. Nous, on a pris quelques risques, c'est vrai. Et puis, même si on a morflé, tout ne s'est pas parfaitement bien passé. Mais à la fin des comptes, à force de prêter de l'argent,
de faire du commerce et de prêter de plus en plus d'argent. On a commencé à devenir de vrais banquiers. Et petit à petit, une situation qui était complètement illégale est devenue peu à peu légale. Et on est comme ça entré dans la cour des grands, en prêtant tellement d'argent au gouvernement et aux seigneurs qu'ils ont fini par nous anoblir. De quand date d'ailleurs cet anoblissement qui plaît beaucoup dans le grand public, dans les barons 1822. 1822. L'empereur autrichien François Ier a nommé Meyer Amschel le fondateur de la dynastie et tous ses descendants au titre de barons. Donc vous êtes des barons autrichiens au départ. Non, on est des barons. Non, parce qu'il n'y a pas de différence. Quand vous êtes baron en Autriche, vous l'êtes également en France, vous l'êtes partout. D'accord. D'accord. Donc, mais c'est une situation absurde. C'est une situation complètement absurde parce que les nobles ont toujours chassé, la noblesse a toujours chassé les juifs. Finalement, les anoblir d'une manière ou d'une autre, c'est comme si un esclave devenait prince. C'est un conte de fées. Alors certains esclaves sont devenus princes aussi, il y a d'autres histoires différentes. Mais effectivement, donc vous avez traversé un peu toutes ces barrières, et donc vous êtes devenus véritablement les banquiers et les prêteurs des gouvernements. Donc quel succès! Et ceci en combien d'années? En 100 ans. En un siècle. Oui, il a fallu, oui, peut-être un peu moins, mais il a fallu du temps. Hein, tout ne se fait pas facilement. Au début, la noblesse nous a couru après, nous a empêchés de nous établir. Parce que nous étions des esclaves, nous étions juifs, le pire de tout, finalement. Mais comme le commerce marchait bien, qu'on savait gérer l'argent, qu'on a développé les affaires, quand une affaire ne marchait pas, on passait à une autre. Et à force de changer comme ça, on a fait des tas d'affaires, ça a rapporté beaucoup d'argent. Et on s'est aperçu ensuite que les nobles, qui eux étaient très dépensiers et qui n'avaient aucune idée de la gestion, n'avaient plus d'argent. Eux-mêmes étaient en perte. Et à qui ils pouvaient emprunter de l'argent, les nobles, si ce n'est à nous, dont la seule occupation était justement de gérer l'argent, notre argent. Donc, il faut savoir qu'au même moment, on n'avait rien le droit de posséder. Hein, on n'avait pas le droit d'avoir une maison, on n'avait pas le droit d'avoir un commerce, on avait le droit à rien. Mais en revanche, on avait beaucoup d'argent et on ne savait pas quoi en faire. Donc, tout cet argent que nous avions, il ne nous restait qu'une chose à faire avec, puisqu'on n'avait pas le droit de l'utiliser, c'est de le prêter aux seigneurs qui, justement, nous avaient empêchés d'utiliser cet argent. Enfin, c'est une histoire abracadabrante. Mais enfin, historique, c'est la réalité. Et la réalité, elle n'est pas toujours logique. Hein. Oui, donc vous avez su quand même tirer les marrons du feu au bon moment. Donc c'est le terme. Tirer les marrons du feu, c'est exactement ce qu'on a pu faire. C'est de la chance, conjuguée à un peu d'intelligence, j'imagine, un peu d'à-propos. Et puis surtout, je pense à une phrase par laquelle ma mère m'a élevé. Et c'est une phrase dont je parle dans le livre. Ma mère m'a toujours dit « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Et bien c'est exactement ça. J'ai été élevé depuis bébé avec cette phrase et j'imagine que toute ma famille a dû être élevée avec les mêmes prérogatives puisque chaque fois qu'une occasion se présente, on la saisit et on ne se pose pas de questions. À l'inverse, beaucoup de gens dans la population, je l'ai remarqué tout autour, quand on leur donne une opportunité à laquelle ils ne sont pas préparés, ils vont la refuser. C'est un espèce de réflexe. Hein, vous êtes un garagiste, on vous propose de vendre des fleurs, vous allez dire non, je suis garagiste. Alors que moi, si j'étais garagiste, on me proposerait de vendre des fleurs et si le deal qu'on me propose tenait la route, je le prendrais et j'apprendrais ensuite à gérer les fleurs. Mais j'ai été élevé dans cette optique et je crois que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir saisir des occasions toute sa vie et peut-être réussir des choses que d'autres qui restent dans leur on va dire dans leur cocon ne pourront pas faire. La meilleure preuve, c'est que vous avez accepté mon invitation. Donc vous êtes vraiment... Ah oui, j'étais pas préparé à ça. Hein. En général, je me prépare aux interviews. Et là, on m'a rien dit. Je suis arrivé un peu à l'aveugle. J'aime pas ça du tout d'ailleurs. Mais enfin, on n'avait pas le choix, il fallait se lancer. Et puis, ça ne sera pas le premier défi ni le dernier, à mon avis. Alors, c'est comme ça qu'on vous aime, d'ailleurs, très, très naturel. Et donc, je voulais vous faire partager cette expérience que j'ai eue avec un de vos ancêtres, un de vos ascendants, qui est donc Edmond, le baron Edmond. Parce que j'étais sur le plateau il y a très longtemps de TF1, le Club de l'Enjeu, d'Emmanuel Delataille, et j'étais tout jeune, j'avais ma petite entreprise, et j'étais là en train d'essayer justement de préparer des réponses à certaines questions pour vendre un peu mon idée de mon métier à l'époque. J'étais tout gamin, et arrive Edmond, nous étions répartis par petites tables, et c'était mon voisin. Il se présente un grand monsieur, très âgé, et il me dit « Bonjour jeune homme, j'ai 365 entreprises, une par jour. » Moi j'avais ma petite boîte qui
qui n'était pas grand-chose. J'étais très très impressionné par en fait, ce mandarin, hein, on peut citer, hein, qui aujourd'hui nous a quittés, voilà, et qui justement avait dû saisir beaucoup d'opportunités pour avoir autant d'entreprises dans sa main. Et lorsqu'on visitait, par exemple, le Mont d'Arbois, Megève, etc., qui sont des propriétés Rothschild, eh bien, on me disait le baron a ceci, le baron a cela, ça c'est au baron, etc., ça. Voilà. Et je crois que c'était une des figures emblématiques de votre famille, puisqu'il a quand même dirigé énormément de choses, et c'était quelqu'un d'une grande stature physique, mais également morale, puisqu'il a quand même développé énormément d'affaires. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de celle qu'on a vue dans tous les journaux, qui est la fameuse Nadine. Alors, parlons de Nadine. Elle est toujours vivante, Nadine. Elle est vivante, évidemment. Nadine, c'est un conte de fées. C'est une très belle histoire. Nadine, elle s'appelle au départ Nadine l'Hospitalier. Elle n'a pas grand-chose. Elle est d'une famille très 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 modeste. Et elle va commencer à travailler à l'usine dès lors qu'elle aura passé l'adolescence. Et puis comme elle est très mignonne quand même, elle est très jolie, elle va ensuite faire de la figuration dans des films. Et puis, elle va poser nue pour des peintres. C'est une artiste. Et elle n'a pas trop le choix. Hein. Elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, elle aussi. Elle survit comme elle peut. Et puis, elle va faire quand même une 50aine de films en figuration et même avec des petits rôles. Et elle s'en sort comme ça, peu à peu, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a de la propos, parce qu'elle a de la répartie. Et ça fonctionne bien. Et puis, un jour, comme elle était particulièrement désirable, j'imagine, on l'invite dans des réceptions, et là, dans une réception, quelqu'un va lui dire « Mademoiselle, vous avez un très beau diamant. Quel dommage qu'il soit faux. » Et celui qui lui dit ceci, c'est Edmond Rothschild, qui était aussi un invité. Et puis, c'est pas un compliment facile à faire, hein, même si c'était le cas. Il s'est lancé, il a pris des risques, et puis finalement, ça s'est bien passé, puisque les deux sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis ça a fait cette magnifique histoire d'amour. Alors Edmond Rothschild, il est un peu différent des autres. Il faut savoir que dans la famille, on s'unit socialement entre gens d'un niveau très très élevé. Mais Edmond, non. Edmond, il a toujours aimé les artistes, les danseuses. Et juste avant Nadine, il y avait une autre danseuse. Il n'avait pas tout à fait rompu d'ailleurs, mais il était en train de se dire que c'était terminé. Et il est passé d'une à une autre. Il aime bien les artistes, il est non conformiste, Edmond. Et il a été un des rares à ne pas regarder la situation sociale et à prendre une jeune fille simplement parce qu'elle était sympathique, intelligente, jolie. Et il l'a trouvée sympa, et peu importe ce qu'elle faisait dans la vie, il s'en fichait complètement. C'était la bergère, quoi. Le principe, aujourd'hui, les jeunes princes épousent des bergères. Quand oui. on regarde les royautés en Europe, eh bien, force est de constater, et on peut s'en réjouir, que l'amour l'emporte. Hein. Mais pas à l'époque, il a été un des premiers. Maintenant, c'est peut-être devenu plus évident. Oui, ça fait la une de la presse, la presse du cœur. Hein, oui. voilà. Alors, Nadine n'était pas juive, elle s'est convertie. Et elle l'a fait très très bien, elle a fait les études de talmudique qu'il fallait pour, et elle a réussi, elle est devenue même plus juive que juive. Hein, comme on dit, plus royaliste que le roi. Moi, je suis né juif, c'est vrai, mais je suis sûr qu'elle pourrait me donner des leçons, hein, parce que moi, finalement, je pratique pas tellement. Elle est devenue ce qu'il fallait, une baronne tout à fait honorable, et plus que ça, une des plus crédibles, tout en étant juive. Et puis, elle a écrit des livres, et pas seulement ses mémoires. Non, elle a montré une culture qu'on n'est pas habitué à voir comme ça, et elle avait toute liberté. Elle a répondu à des interviews. La famille n'en fait pas souvent. On est plutôt né et on a plutôt été élevé dans le secret. Et elle, pourtant, elle avait porte ouverte à la télévision, et elle est devenue même très très populaire, toujours encore. Et quand les gens me parlent de mes cousins, le premier nom qui vient, c'est Nadine de Rothschild. C'est vrai qu'elle aura laissé une belle empreinte. Mais alors, est-ce qu'elle a fait du bien à la famille, et au nom, elle a apporté quelque chose? Ah oui, bien sûr, elle a apporté une visibilité qu'on n'avait pas, et ça peut jamais faire de mal, ça. Les banquiers sont toujours historiquement très discrets. Oui, absolument, on a beaucoup de secrets. Mais pas elle. Pas elle, parce qu'elle n'était pas banquière. Elle était justement peut-être la carte de visite dont on avait besoin, pour montrer aux gens finalement qu'on est comme les autres. Hein, même si une situation peut-être un peu particulière.
Oui, elle a pris la suite de la baronne de Staff, qui dans les années 1900 avait écrit le premier livre de savoir-vivre, l'époque où on avait des cartes de visite cornées dans un petit plateau en argent. Je vous cite ça parce que je suis un peu impliqué, c'était une soyée, en fait, la baronne de Staff. Elle n'était ni baronne ni Staff, d'ailleurs, elle était amoureuse d'un Prussien, qui était, lui, le baron de Staff, et dont elle a pris le nom. Vous voyez, donc, quelque part, par amour ou par intérêt, on peut évoluer socialement, pourquoi pas. L'important, c'est le résultat. Hein, et on peut se justifier que, effectivement, Nadine, moi j'ai eu la chance de la connaître et de travailler avec elle, parce qu'elle était très active dans le milieu parisien, eh bien c'était une personne vraiment formidable, très agréable, très charmante, qu'on écoutait avec beaucoup de bonheur et qui avait une énorme tolérance et une compréhension des gens et un savoir-faire, un savoir-vivre assez étonnant. Elle gérait les choses extrêmement bien. Et je pense qu'elle a fait connaître votre nom au grand public et il l'a fait aimer parce que je pense que les autres personnages actuels sont quand même uniquement dans la presse économique, je dirais, et encore pas toujours parce que voilà, ils sont un petit peu cachés. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre en avant des jeunes dans les start-up, dans les entreprises. Et à part vous, il n'y a pas tellement de Rothschild que l'on voit facilement. Oui, mais enfin, moi, je suis un artiste, hein, rien à voir avec mes cousins qui, eux, sont vraiment dans la confidentialité des antichambres financières. Moi, non, pas du tout. J'ai décidé dès le départ d'abandonner cette voie pour m'occuper de choses plus légères. Alors, c'était la question que je voulais vous poser, justement, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, quand on regarde les médias, on regarde les magazines, eh bien, les grands chefs d'entreprise sont devenus des stars. Alors, je vais éviter de citer tous les grands noms qu'on voit dans les journaux, mais aujourd'hui, que ce soit des jeunes dans des startups qui sont aidés ou ceux qui ont réussi et qui dirigent presque le monde, ce sont d'abord des chefs d'entreprise. Et ils sont devenus leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de prendre des positions. Alors qu'auparavant, on a l'impression que le monde du commerce, le monde de l'industrie restait un peu entre soi, il fallait pas trop se montrer. On se fréquentait dans les clubs privés, un petit peu comme on en a à Paris ou ailleurs, dans les territoires, et il fallait pas que ça déborde. Hein, il fallait pas montrer son argent, on ne savait pas combien on gagnait, on ne savait pas ce qu'on possédait. Aujourd'hui, tous ces gens-là étalent, peut-être trop, je ne sais pas, mais étalent leur savoir-faire, leur réussite, leur joujou, on va dire. Et donc c'est une évolution incroyable. Est-ce que vous pensez que c'est Nadine qui a un peu ouvert la porte en disant il faut quand même connaître ces gens-là, car s'ils ont réussi, ils ont un talent. Donc faisons-les connaître et apprécier la population. Non, Nadine n'a rien à voir avec ça. D'abord parce qu'elle n'était pas dans le secret des dieux, elle n'était pas financière, mais il y a une raison pour laquelle aujourd'hui tout se sait. Hein, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces grosses boîtes, toutes ces grosses compagnies dont vous parlez ont pour actionnaires beaucoup de gens. On ne peut plus rien cacher. À l'époque, il y a longtemps, les chefs d'entreprise ne parlaient pas. Souvent, il n'y avait pas autant d'actionnaires, il n'y avait pas autant de partenaires. C'était plus facile de cacher. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Donc évidemment que tout est public. Et puis toutes ces grosses compagnies, forcément, ont eu affaire à d'énormes fonds qui viennent d'ailleurs. Et on doit savoir combien gagnent les gens, ça fait partie du jeu, ils ne peuvent plus rien cacher. Hein. En tout cas, ça devient compliqué. Alors, vous voyez, par exemple, Bernard Tapie, qui a été un parcours un peu, on veut dire un peu parallèle, en très peu d'années. Bon, il a un peu échoué parce qu'il a fait la politique, mais en tant que chef d'entreprise, il a été extrêmement connu. Hein, il a voulu être connu. Bon, il avait une émission de télévision sur TF1 qui s'appelait Ambition, sur laquelle j'ai modestement travaillé quand j'étais chez RSCG. Eh bien, c'est la première fois qu'on voyait un patron avec un véritable groupe qui a eu beaucoup de succès, hein, ça n'a pas forcément duré, mais beaucoup de succès, et il se mettait en pâture. Je dirais, justement, il disait, un peu comme Trump aujourd'hui, you are fired, venez me voir, je vais vous expliquer comment réussir comme moi, je vais vous expliquer comment faire fortune, suivez mon exemple. Et d'ailleurs, il était poursuivi par beaucoup de jeunes à l'époque, qui présentaient des dossiers pour négocier ou demander des financements, ou des conseils, ou du réseau. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tous ces grands patrons qu'on a ne serait-ce qu'en France, mais qui existent ailleurs,
montrent un peu l'exemple, et font un peu rêver les gens. Et pour moi, c'est un changement considérable dans le statut de chef d'entreprise qui devient un responsable citoyen et un responsable dans la cité et dans la vie de tous les jours pour montrer un certain exemple qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Récemment, on a du bashing contre le groupe Bolloré dans la maison d'édition, puisqu'on a entendu la semaine dernière que certains libraires ne veulent plus distribuer des ouvrages parce qu'ils sont imprimés par le groupe Bolloré. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais je dirais que aujourd'hui, les grands patrons deviennent des porte-étendards. Voilà, ils ont un peu changé de statut, ils ont une responsabilité que hier, les chefs d'entreprise, quand vos ancêtres ont bâti le train, parce que c'est quand même ça qui est important, le train était un changement considérable dans la vie des gens. Voilà, il n'était pas forcément au-delà des cercles restreints, il n'était pas très connu du grand public. Et Dieu sait qu'ils ont fait beaucoup de bien, ne serait-ce qu'en Occident, mais on parlait de la Chine. Gustave Eiffel, qui était de la même époque, a bâti des ponts en Chine, peut-être dans lesquels sont passés des trains financés par les Rothschild, on ne sait pas, peut-être ils se connaissaient, on n'était pas invités. Oui, ils se connaissaient. Je pense. Je peux vous dire que Julie Rothschild, qui était dans la maison suisse, autour du lac Léman, était folle de bateaux, et elle est devenue championne du monde de vitesse, et face à elle, en face d'elle, il y avait le baron Henri Say, qui était le magnat des sucres, et il y avait Gustave Eiffel, qui avait son bateau également, et qui a perdu face à Julie Rothschild, que sur l'eau. Mais oui, tous ces gens-là se connaissaient. Oui, parce qu'on a parlé actuellement de Pierre de Coubertin, vous voyez, et en même temps, il y a eu des liens, de même aussi qu'avec les frères Lumière à l'époque, puisque c'était l'industrie à la mode à l'époque, et Gustave Eiffel a financé, a mis de l'argent dans le cinéma français de l'époque, le cinématographe. Vous voyez, je pense que tous ces gens-là sont à peu près à la même époque, ces gens-là se connaissaient, mais ils étaient entre eux. Et l'idée de votre livre aussi, c'est que vous révélez ces secrets et vous ouvrez le voie, vous montrez ce qu'il y avait derrière, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus, vous le dites très bien, se cacher, et c'est peut-être un bien, d'ailleurs, parce que d'une part, les gens se sentent plus responsables, peut-être, en tant que chef d'entreprise, et d'autre part, les jeunes ont envie d'avoir un exemple, et de se dire, je vais essayer de prendre ce même chemin, parce que si quelqu'un l'a fait, pourrais-je le faire de mon côté. Et ça semble plus atteignable, je dirais, que dans les livres de Balzac, quand on débarque de sa province, et puis qu'on se dit, je vais conquérir Paris, mais c'est un rêve littéraire. Aujourd'hui, est-ce que c'est un rêve beaucoup plus atteignable ? Alors j'ai décomposé justement dans le livre, j'ai expliqué comment on avait réussi, d'où on est parti, et j'ai expliqué, j'ai fait une espèce de recette. Alors c'est vrai que si on respecte la recette telle que je la décris dans mon livre, il y a des chances. Le secret des Rothschild, c'est avant tout une éducation. Bien élever ses enfants. Si on n'a pas l'éducation, c'est mort-né, on ne peut rien faire. On a eu la chance d'avoir tout au long de notre dynastie des parents qui nous ont toujours très bien élevés. Et quand on est bien élevé soi-même, on va répercuter la même éducation. Dès le départ, on a une bonne éducation. Les bébés deviennent des adultes qui eux-mêmes vont très bien éduquer leurs enfants. On l'a compris ça dès le départ. Ce qui fait qu'au lieu de gaspiller cette fortune que la première génération nous avait léguée, on l'a fait fructifier parce qu'on avait appris à le faire. Or souvent, malheureusement, les industriels, les gens riches, et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir confiance dans un héritage, souvent les gens riches oublient, au détriment de leur famille, oublient de s'occuper de leur descendance. Ils sont focus sur leurs affaires et ils oublient que leurs enfants, il faut s'en occuper. Sinon, les enfants vont hériter de la fortune de leur père ou de leur mère et ensuite ils vont tout dépenser. Nous, on a appris à conserver cet argent. Oui. Le nombre de producteurs qui m'ont dit, à qui j'ai dit, mais pourquoi on a parlé de tous les sujets du monde ? On a fait des films sur toutes les familles au monde, sur tous les gens qui ont compté, sur toutes les célébrités. Pourquoi on n'a jamais touché à Rothschild ? À part en 1940, il y a eu un film de propagande fait par Hitler, mais qui n'a rien à voir. On oublie ça, c'était quelque chose de... C'est le seul. Depuis, personne n'a osé toucher. Et quand je pose la question à des producteurs, ils me répondent tous la même chose. On a peur. On arrive encore à faire peur aux gens alors qu'on est la famille la plus humaine qui existe. On n'a jamais tué une mouche. Peut-être si une mouche, oui, on a été à la chasse. Mais à part ça, je peux vous dire qu'on n'a jamais fait de mal à personne et les gens ont peur de nous comme s'il nous suffisait d'un coup de fil
pour décider de la mort de quelqu'un, qu'elle soit financière, professionnelle ou même physique. Les gens ont peur. C'est extraordinaire ça. Et je pense que pour expliquer ça, les complotistes sont passés par là. À force de faire croire qu'on avait le monde dans leurs mains, dans notre main, qu'on complotait, qu'on faisait partie des pires des sectes, à force de... Les gens, même s'ils disent tous, ouais, c'est des complots, ben, n'empêche que ça a transpiré, parce que aujourd'hui encore, même des gens du cinéma, qui sont censés être un tout petit peu évolués quand même, hein, je ne parle pas à n'importe qui, hein, ils ont ce souci. Et à chaque fois, on m'a même posé la question, as-tu l'autorisation? Je dis, mais j'ai pas besoin d'autorisation, je suis un grand garçon, je suis majeur, j'écris ce que je veux, je dis ce que je veux, je joue ce que je veux, et je tourne ce que je veux surtout. Mais bizarrement, les gens ont toujours cette appréhension. Eh bien, en tout cas, vous ne nous faites pas peur et on est ravis de vous avoir connu. J'espère, hein, parce que c'est pas le but. De Rothschild. Hein. En tous les cas, merci beaucoup de cette invitation, ce partage. Et je voudrais donner rendez-vous à nos spectateurs au prochain numéro de cette émission qui est maintenant hebdomadaire. Donc, les mandarins de l'économie et de la culture. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.